Agrégé de philosophie, docteur en droit, docteur d'État en sciences politiques, enseignant, chevalier de la Légion d'honneur et auteur de divers ouvrages dont le dernier qui nous rassemble aujourd'hui, Miroir de l'Occident, le nazisme et la civilisation occidentale. Un grand merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors dans un premier temps, et si cela vous convient, nous nous intéresserons à l'auteur de ce livre magnifique avant d'apprendre à vous connaître mieux en tant qu'homme, ce avec une dizaine de questions rapides propres à la philosophie voyou. Je vous remercie de cette présentation d'académicien soviétique dans laquelle j'ai un peu de mal à me reconnaître. Mais en tout cas, merci d'être venu. Je salue la visite des philosophes voyous, enfin voyelles en l'occurrence. Oui, voyous au féminin, dirons-nous. Et je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions. Alors, quelle est la première ? Allons-y. Alors, le titre est évidemment conclusif. Je n'ai pas commencé par là, c'est ce qui vient en dernier. Et je n'étais pas très heureux d'avoir apporté cette conclusion que le nazisme était un miroir de l'Occident. Alors, miroir, ça indique tout de même que ça n'est pas une identification complète. C'est un aspect de l'Occident qu'il représente, mais il le représente et c'est un aspect dominant. Donc je suis arrivé malheureusement à la conclusion dans le titre. Comment j'y suis venu, c'est par... Il y avait trois choses en fait. Il y avait la première, une sorte d'obsession de notre société pour le nazisme. Le nazisme nous obsède à ce point, c'est le fameux point Godwin. Il n'y a pas une discussion sur Internet qui est supposée ne pas se terminer par l'accusation de nazisme. Le nazi, c'est l'ennemi de chacun. Le nazi, c'est l'adversaire absolu, c'est le mal. Premier point. Deuxième point, un évitement de la question, parallèlement à l'obsession. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas, on ne l'analyse pas. On le prononce, on en fait une insulte, mais on se garde à l'analyser. Alors, dans le meilleur des cas, on a une révérence rituelle et silencieuse face au crime de masse qui a été commis, ça c'est encore ce qu'il y a de mieux, mais sinon il y a une sorte d'indifférence ou de facilité à dire bon, c'est un acte de folie, c'est un cinglé qui a fait son truc, nous n'avons pas à nous en inquiéter, parce que nous vivons dans un autre monde. Ça n'est pas nous. Éventuellement, nous avons quelques adversaires, ça et là, qui se comportent de la même façon, mais on va les traiter de la même façon par des victoires militaires ou non. Et la troisième raison, à côté donc de l'obsession et de l'évitement, c'est des signes d'incohérence. Il y avait quelque chose qui ne collait pas dans la façon dont nous abordions le nazisme. C'était un phénomène très étroitement circonscrit à l'Allemagne. C'est un peu comme si un nuage de Tchernobyl qui aurait contourné les frontières, qui se serait bien contenu à l'intérieur du Reich allemand, alors que de toute évidence, on pouvait voir que partout où le nazisme s'était présenté, il avait soulevé l'enthousiasme, non dans tous les territoires conquis, et même dans ceux qui n'avaient pas été conquis. Ça, c'était la première incohérence grave. Il y en avait plein d'autres. Ça a éveillé votre curiosité. Et voilà, ça a éveillé ma curiosité. Et puis j'avais vu qu'il y avait, au hasard de mes lectures, par exemple, j'avais découvert qu'il y avait une guerre qui avait été faite aux États-Unis contre les faibles, contre les pauvres, à travers le génie. Mais je n'avais pas établi ce lien avec le nazi. Et puis finalement, le puzzle s'est un peu reconstitué et je suis arrivé à cette conclusion que vous dites dans le titre, le miroir de l'Occident. D'accord, très bien. Parfait, merci. Parce que c'est une affaire de famille. Voilà, moi, je ne juge pas, d'abord, qui serais-je pour faire une chose pareille, la civilisation occidentale, je ne mets pas des bons points, je ne la compare même pas, en fait. Je dirais même, je suis tellement peu décliniste au point de vue de l'Occident, que je pense que l'Occident a triomphé.
et que la pensée occidentale s'est répandue même chez les pires adversaires de l'Occident. Que l'un de nos défauts aujourd'hui, c'est justement de croire qu'on est entouré de races ennemies fanatiques, alors qu'en réalité, on leur a instillé, et ils ont accepté toute une série de concepts qui sont proprement occidentaux, comme le nationalisme ou d'autres. Et l'Occident est aujourd'hui combattu, disons, avec ses propres idées, et ses propres uniformes, et ses propres armements, par des gens qui nous ressemblent terriblement. Donc pour moi, c'était une affaire de famille. D'accord. J'ouvrais un placard. Donc, on m'avait dit, il y a ce lointain cousin fou qui a massacré tout le monde. Bon, ça s'est arrangé maintenant, on a une victoire finale contre lui. Et puis je découvre que ce cousin fou n'était pas unique, nous avions plein de cousins, de grands-parents, hein, qui a été victime de la même maladie de l'esprit. Et donc, loin de le juger de l'extérieur, je le regarde de l'intérieur, et je me suis posé la question de savoir si moi-même, je n'étais pas un peu infecté. D'accord, je comprends. Et j'ai conclu que oui. Et il a fallu me changer un peu. Un exemple de ça, c'est que j'ai arrêté de fumer il y a 2 ans, ça a été très difficile, mais j'ai arrêté en même temps d'utiliser le mot peuple, et ça a été beaucoup plus difficile. Et parce que, on pourra peut-être y revenir, mais nous avons toute une série de concepts que nous jugeons naturels, et qui en réalité ne le sont pas, et qui sont infectés de cette notion de l'autre comme un ensemble indénombrable, dont chaque individu est responsable de tous les autres, et que nous devons éliminer à tout prix si nous voulons avoir quelque paix un jour. Complètement. Il faudrait être d'un optimisme délirant, parce que on vit dans un monde de ténèbres, hein, somme toute. Et disons, un petit espoir, une petite lumière, une petite chandelle me paraît pouvoir être allumée si on admet que la méthode que je suggère est la bonne, qui est de se soigner soi-même. Alors, c'est une méthode, c'est ce que j'appelle des armes de pierre, c'est pas un truc magique qui demain matin va nous donner la solution. Mais si nous comprenons que le problème, ça n'est jamais l'autre, c'est nous. Alors, ce qui ne veut pas dire que l'autre n'existe pas, qu'on ne doit pas le combattre, qu'on ne doit jamais prendre un fusil. Non, je ne crois rien de tout ça. Le nazi doit être combattu avec un fusil. Mais avant qu'il n'émerge, il est fait d'idées, de pensées, de concepts que nous avons pas, que nos ancêtres ont partagés, que nous-mêmes continuons de partager encore. D'accord. En grande partie. Très bien. Ah ben, on ne le comprend pas du tout d'ailleurs, hein, donc il n'y a rien de plus incompréhensible, je crois que c'est même admis, que l'extermination nazie. On a le plus grand mal à lui trouver des noms. On a commencé par la notion de génocide, parce que ce qui s'est produit au moment de Nuremberg, c'est que nous ne disposions que d'un crime contre la guerre, fait du pacte Briand-Kellogg. Crime contre la guerre, tout le monde sait que c'est un artifice. Il y a peut-être quelque chose de plus profond, une idée qu'on va utiliser. On a inventé le génocide. Mais le génocide, c'est une notion juridique, ce n'est pas une notion factuelle. Et donc, ça dépend des intentions de l'état du droit. Et en plus, maintenant, on utilise le mot génocide, mais très très extensive. Ça devient un acte contre les populations civiles commis par un ennemi. Et c'est infecté, disons, de considérations tactiques et politiques. Ce n'est pas un mot objectif. Ensuite, on a essayé Holocauste. Holocauste, c'est encore plus bizarre, parce qu'évidemment, c'est une notion religieuse, un sacrifice religieux, appliqué à des criminels, les nazis, qui étaient des anti-religieux fanatiques. Ensuite, on a introduit la notion de Shoah. La notion de Shoah qui est extrêmement intéressante, mais qui, par sa racine hébraïque, détache l'extermination des populations juives, qui est tout à fait centrale, tout à fait prioritaire, mais qui n'est pas la visée exterminatrice unique du nazisme. Donc, en bref, nous ne savons même pas nommer le phénomène, nous savons encore moins l'analyser.
Donc il y avait beaucoup à comprendre. C'est vrai, effectivement. L'humanisme, c'est l'autre partie de nous-mêmes. Oui. Bon, c'est la partie dominée de nous-mêmes, et ce n'est pas une partie très claire non plus, parce que au nom de l'humanisme, on a commis des actes terrifiants. Hein. L'humanisme apparaît à la Renaissance, qui est le moment des grandes colonisations, des guerres de religion, de la centralisation étatique la plus violente. Donc l'humanisme, c'est une notion que les philosophes au XXe siècle ont critiquée. Et ceux qui l'ont critiqué ont blessé la notion d'humanisme. Ils l'ont fait avec raison, mais ils l'ont blessé. Ouais. Donc on a eu des philosophes philoterroristes en Allemagne, en Italie, bon, qui accusaient l'humanisme. Bon. Donc je crois que l'humanisme, on doit le réextraire de nos traditions et le refaire naître, en quelque sorte. Ouais. Mais je ne réponds pas entièrement à votre question. Quel était le reste de la question ? Donc, est-ce que ce fait-là n'est pas de lever le voile sur une tradition culturelle et idéologique, pour laquelle la culture peut sauver l'homme de lui-même ? Alors, non, ça n'est pas lever le voile, c'est-à-dire que, oui, la culture peut sauver l'homme, et la culture peut le sauver, et peut le tuer, parce que la culture, c'est l'homme. Je ne distingue absolument pas dans notre affaire l'homme des idées. Je pense que les idées gouvernent le monde. Je pense que nous agissons conformément à nos représentations et que jusqu'à un certain point, les représentations que nous fabriquons sont nous-mêmes. Et que, évidemment, on ne considérerait pas qu'on est la même personne si toutes nos représentations étaient altérées. Donc la culture, qui va être le travail des représentations, est à la fois est l'arme, l'instrument le plus puissant, ce que nous devons travailler le plus possible, mais c'est un instrument dangereux pour lequel l'éducation et l'éducation personnelle restent la méthode la plus sûre. D'accord, parfait. C'est tout à fait scandaleux d'avoir transformé la victime, par exemple, et notamment et principalement les populations juives, en cause de leur propre extermination. Et c'est quelque chose qui est fait par les bourreaux eux-mêmes, mais qui sourdement existe chez les victimes aussi. Il faut arriver à dire cette chose inouïe, que non, les populations juives sont composées de gens normaux, de populations normales, et qui sont aussi responsables du crime qu'elles ont subi qu'une jeune fille est responsable du viol qu'elle subit. C'est le même raisonnement qui conduit à dire, mais regardez, elle était jolie, elle avait une jupe, donc elle est coupable. Non, ce n'est pas la victime. Donc dénazifier l'analyse suppose de chercher ce qui, chez le bourreau, l'a conduit à commettre ce crime, et on ne va pas trouver la réponse chez la victime. Non, je crois qu'on ne peut pas criminaliser à outrance le nazisme. Il est d'une manière outrancière très criminel, et je ne vais pas m'en faire une seconde l'avocat. Nous devons détruire le plus possible les sources de ce crime. Par contre, nous partageons un certain nombre d'idées avec le nazisme. Et on a pu... on parlait avant que ne débute cet entretien, on parlait d'Hannah Arendt. Il y a par exemple chez Hannah Arendt des idées qui, moi, me paraissent extrêmement choquantes, qui sont est-ce que les Juifs n'auraient pas contribué à leur propre destruction à travers les conseils juifs ou d'autres choses. Et la réponse qui me reste la meilleure, c'est celle pas la meilleure, c'est celle de Gershom Scholem qui dit si je comprends bien, les Juifs se seraient exterminés eux-mêmes en la présence fortuite de quelques nazis. Je ne crois pas que ce soit vrai. Je pense il faut renoncer à transformer les populations juives. On a un peuple métaphysique. Ce sont des gens qui... en tout cas, c'est une culture qui a une histoire, qui a une très forte identité, qu'il faut reconnaître, mais ça n'est pas une différence substantielle
et métaphysique. Il faut qu'on appartienne ou non aux victimes, il faut s'empêcher, à mon avis, de raisonner de cette façon. Ouais, d'accord. Donc Hannah Arendt, en fait, vous a pas... Enfin, c'est dans ses idées que vous avez... Alors, bon, ça n'est pas la totalité de ses idées. C'est une partie, Si on doit parler d'elle, je dirais que moi, je suis parti un peu des mêmes quêtes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment ça s'inscrit dans notre époque, hein? Oui. Et je ne pensais pas nécessairement arriver à des conclusions différentes. Et j'arrive à des conclusions très différentes. Je n'ai pas retenu la notion de totalitarisme parce que elle est utile, parce qu'elle rapproche du système soviétique qui est non moins criminel. Mais elle écarte du coup les systèmes libéraux dans lesquels il y a du contrôle social. Hein, et sans voir la grande différence, et la principale, qui est le droit. C'est-à-dire qu'un État n'est pas totalitaire si on a un recours efficace juridique contre son gouvernement. C'est pas la question de savoir si la société recouvre tout, parce que nous vivons dans des mondes où la société recouvre tout. La loi porte sur ce qu'on va manger, ce qu'on va boire. La loi nous contrôle entièrement, elle contrôle notre travail. Mais nous ne sommes pas dans un monde, dans une tyrannie, parce que nous avons des droits. Donc ça, c'est une des conclusions. Donc la notion de totalitarisme, je ne l'ai pas retenue. Pas plus celle de violence, parce que la violence, c'est universel. Donc ça ne concerne pas strictement notre affaire. Spécifiquement, la doctrine. Alors, deux choses. Donc, on part le point de départ, c'est l'idée qu'Hitler est un fou, un imbécile, un ignorant, on a même dit un peintre en bâtiment, etc., qui ne s'exprime que par borborigme et hurlement, notion qui est très apparente, effectivement, chez ceux qui ne comprennent pas l'allemand. En réalité, on s'aperçoit que il a une pensée articulée, il a une œuvre abondante, d'une part, il écrit lui-même ses discours, il écrit 2 livres, le second livre, qui n'est publié qu'après sa mort, il a tout de même rédigé, il a écrit des milliers de discours, et c'est très articulé. Donc on peut dire que son niveau culturel, si on peut se permettre des jugements de ce genre, le met à peu près au niveau d'un Lénine, d'un Trotsky. Ça va sûrement choquer beaucoup de gens que je dis ça, mais pas moins. Bon. Et c'est un homme qui n'invente pas grand-chose, il n'invente en fait presque rien, mais il le rassemble d'une manière cohérente. Et on s'aperçoit qu'il est, au lieu d'être un obscurantiste, il est un positiviste, très à l'écoute de ce qui s'enseigne dans les universités à l'époque. Qu'est-ce qui s'enseigne dans les universités à l'époque? Ce sont les sciences raciales, dont la pointe s'est déplacée aux États-Unis. Donc beaucoup de ces sources sont américaines, pas parce qu'elles sont américaines en soi, mais parce que c'est la pointe des sciences sociales à l'époque. Et il va falloir attendre la guerre pour que Pearl Harbor, pour que Franz Boas remplace tout ça dans les universités américaines par des théories anthropologiques toute autre facture. Mais à l'époque, ce sont des sciences enseignées dans les universités. Il écrit à Madison Grant, le grand penseur de l'eugénisme, de l'esclavagisme, de la ségrégation, il lui dit: monsieur, vous avez écrit ma Bible. Bon, donc ça n'est pas rien. C'est pas parce qu'il est américain, c'est parce que... Oui, il aurait pu être chinois. Il se trouve qu'il est américain parce que Hitler est un scientiste. Alors, après ça, Hitler, lui, a une vision de l'Amérique qui lui est propre, c'est un pays germanique dans son esprit, qui massacre les Indiens, qui dans son esprit est un compliment, qui est ségrégationniste, qui a une grande tradition esclavagiste, et qui est obsédé par toutes les problématiques raciales, eugéniques, etc. Et il se dit que l'Allemagne est en train d'ailleurs de perdre ses meilleurs éléments avec la crise économique, puisqu'ils partent en Amérique, mais c'est pas très grave parce que c'est la grande race nordique. Donc il va s'assigner comme rôle de la conquête de l'Est, qui va être l'Est soviétique, sur le modèle de la conquête de l'Ouest. Ça, c'est dans son esprit, c'est pas moi qui effectue ce rapprochement, c'est Adolf Hitler qui le fait. Donc, et on va massacrer les Indiens, en l'occurrence les Juifs qu'il considère comme la tribu dominante des sauvages slaves,
Oui, d'accord. Vous vous souvenez que dans son esprit, les Slaves ont des tsars allemands, et les tsars allemands ont été remplacés par les bolcheviks, qui dans son esprit sont tous juifs, etc. Donc, il y a une cohérence. Donc, tout se relie. Être cohérent ne veut pas dire qu'on a raison. Le délirant aussi est cohérent. Mais la pensée d'Hitler est articulée, elle est cohérente. Oui. D'accord. Et on ne peut pas la réduire à des hurlements de fous ou de barbares. Mais c'est ça. D'accord. Non, je m'oppose à cette objection. Je dis, si on dit tout ça, si vous dites tout ça, alors Hitler est victime d'un désordre cognitif, c'est un type qui pense comme l'Occident dominant pense, il rassemble tout ça, il l'intensifie de manière extrême, et donc quelle est sa responsabilité ? Et j'ai un chapitre que je consacre à la question de la responsabilité, et j'explique que la responsabilité, elle est entière, parce que nous sommes responsables de nos pensées en tant qu'elles ont des conséquences. C'est ce que le dit le droit. Prends l'exemple du pot de fleurs qui tombe dans la rue et qui va tuer quelqu'un. Selon les pensées qui nous ont conduits à cet acte, le droit va nous rendre responsables de manière différente. Je voulais simplement l'arroser, c'est un accident. Je voulais faire l'imbécile, menacer quelqu'un. Je voulais vraiment tuer quelqu'un. À chaque fois, je serai responsable de mes actes en tant qu'ils ont des conséquences. Donc, d'un point de vue juridique, Hitler est totalement responsable de ses actes en tant qu'ils ont des conséquences, même si ces actes sont motivés par une vision du monde. D'accord. Et j'ajoute que la responsabilité la plus grande est une responsabilité morale. Mais la responsabilité morale, je ne l'analyse pas comme cet homme n'a pas respecté des principes auxquels les autres que moi doivent se soumettre. Je dis, la morale, c'est quelque chose qu'on doit s'appliquer à soi-même. Elle ne s'applique qu'incidemment aux autres. Et le type d'homme qu'il a voulu être, le type de pensée qu'il s'est construit, lui donne une responsabilité morale. Oui, nous sommes responsables de nos idées. D'accord. Parce que nous sommes des êtres autonomes. Très bien. Ok. Vous écrivez également Hitler, en effet, est un moderne. Y aurait-il donc dans le fruit de la modernité, de cette même modernité, le ver qu'il a fait courir à sa perte ? Mais c'était si simple de dire, c'est les anti-lumières, c'était la contre-révolution qui va trouver qui va aboutir à tout ça. C'est toute une tradition bien circonscrite dans laquelle il y a des gens pas très dangereux, les Joseph de Metz, les Burke, tout ça. Bon. Donc c'est formidable, c'est facile, c'est pas nous. La vérité, c'est qu'Hitler, lui, se réclame de la tradition opposée, de la tradition révolutionnaire, de la tradition de la Révolution française, de la terreur, du terrorisme d'État, contre lesquels les contre-révolutionnaires se sont justement indignés. Donc, nous nous sommes trompés de tradition quand nous avons accusé, quand nous avons cherché à identifier les sources d'Hitler de manière simpliste. C'est un terme, c'est bizarre, il a fallu inventer un néologisme pour désigner quelque chose d'absolument essentiel à la compréhension du nazisme, qui est l'éducation à accepter l'extrême violence que l'on fait à autrui. D'accord. Bon. Parce que ça n'est pas naturel. Ce qui est naturel, c'est de commettre des crimes par peur ou par calcul des intérêts. Le nazisme, lui, est prêt à sacrifier ses intérêts pour commettre son crime, et il a peur des faibles presque autant ou même davantage que les forts, et il consacre plus d'énergie encore à les éliminer. Donc ce désordre-là va impliquer qu'on va exterminer des populations entières, et c'est une chose horrible pour les bourreaux, figurez-vous. Donc, la meilleure réponse, je vais vous la donner si vous voulez bien me permettre, en vous lisant un passage d'un discours de Himmler, prononcé à Poznan en octobre 1943. C'est un discours qui est disponible en allemand sur disque vinyle. Il n'a pas été détruit, c'est un hasard. Je pense que si vous croisez un jour un négationniste,
conserver ce discours à l'esprit. D'accord. Donc je vous donne lecture de ce court passage. Donc c'est Himmler lui-même qui s'exprime devant les dirigeants SS. Il va redire la même chose 2 jours après devant les dirigeants nazis gouvernementaux, mais là ce sont les SS. Je veux aussi aborder devant vous une question capitale, en toute franchise. Elle doit être discutée entre nous et pourtant nous n'en parlerons jamais en public. De même que nous n'avons pas hésité le 30 juin, donc c'est 1934, c'est la nuit des longs couteaux, à faire notre devoir, comme on nous l'avait ordonné, et à placer nos camarades défaillants contre un mur, et à les exécuter. C'est ce dont nous n'avons jamais parlé, et dont nous ne parlerons jamais. C'était, Dieu merci, une sorte de tact naturel entre nous, une expression de ce tact, de n'en avoir pas discuté, de ne l'avoir pas mentionné. Chacun a frémi, sachant clairement qu'il le referait à nouveau la prochaine fois, quand on le lui commanderait et quand ce serait nécessaire. Je veux parler de l'évacuation juive, l'extermination, Ausrottung, du peuple juif. C'est une de ces choses qui sont faciles à dire. Le peuple juif sera exterminé. Tout membre du parti vous le dira, clairement, l'élimination, l'extermination des juifs fait partie de notre programme, pas peu de choses. Et puis voilà qu'ils viennent tous les 80 millions de braves Allemands, et chacun a son bon juif. Ils disent tous, tous les autres sont des porcs, mais voilà un juif de première. Et aucun n'a vu, aucun ne l'a vécu. La plupart d'entre vous savent ce que cela signifie quand 100 corps sont allongés ensemble. Lorsque 500 se trouvent là, ou quand 1000 se trouvent là. D'avoir supporté ça, et en dehors de quelques faiblesses humaines exceptionnelles, d'être resté décent, vous a endurci. Et c'est une page de gloire qui ne porte pas de nom et ne sera finalement jamais nommée. Parce que nous savons combien les choses seraient difficiles pour nous. Si aujourd'hui, dans chaque ville, pendant les bombardements, les fardeaux de la guerre et les privatisations, nous avions toujours les Juifs comme saboteurs secrets, agitateurs et instigateurs, nous en serions probablement revenus au stade de 1916-1917 si les Juifs habitaient encore le cœur du peuple allemand. Leur richesse, nous la leur avons prise. Et j'ai donné l'ordre formel qu'Obergruppenführer Pöhl a mis en œuvre de transmettre intégralement cette richesse au Reich, à l'État. Nous n'avons rien pris pour nous de tout cela. Les individus qui y ont manqué seront traités conformément à une instruction que j'ai donnée au début. Qui prend un seul marque est un homme mort. Un certain nombre de SS ont violé cet ordre. Ils ne sont pas nombreux, mais ils mourront impitoyablement. C'est le seul moment où il élève la voix. Donc nous avons le droit moral. Nous avons le devoir envers notre peuple de le faire, de tuer ce peuple qui voulait nous tuer. Nous n'avons pas le droit de nous enrichir nous-mêmes, ne serait-ce que d'un manteau de fourrure, d'un seul marque, d'une seule cigarette, d'une seule montre, de rien. Nous n'avons pas ce droit, parce que nous ne voulons pas qu'à la fin, parce que nous avons éradiqué le bacille, tomber malade et mourir du même bacille. Je ne laisserai jamais cela se produire, que même une parcelle de putréfaction entre en contact avec nous et s'installe en nous. Mais là où elle se glissera, nous allons la brûler ensemble. Globalement, nous pouvons dire que nous avons accompli cette tâche si difficile par amour de notre peuple et nous n'avons pas entaché notre intériorité, notre âme et notre personne. L'empathie, c'est une éducation. Le nazisme n'est pas un acte de brute épaisse. C'est le produit d'une éducation méthodique, scientifique et savante. Himmler est chargé de faire en sorte que les bourreaux puissent continuer leur travail, alors que lui-même tourne de l'œil en voyant un charnier. Un général SS ce jour-là lui dit « Mais Reichsführer, il faut trouver une solution, on ne peut pas continuer comme ça.
il faut protéger de toute cette horreur, il faut protéger les bourreaux. Oui. Bon. Et c'est ce qu'il va faire. D'une certaine manière, les camps d'abattage qui aujourd'hui nous obsèdent parce que beaucoup de gens pensent que c'est la seule méthode d'extermination nazie. Non, c'est l'une d'entre elles. L'extermination par balle a pratiquement la même ampleur. Mais ce qui va caractériser les camps d'abattage, c'est la distanciation. Il y a très peu de gens en contact avec les condamnés à mort. Il y a les médecins, une minorité de gardes. On assigne aux condamnés à mort sous le nom de Sonderkommando la fonction logistique de l'extermination par le gaz, etc. Ensuite, l'incinération des cadavres dans les crématoires. Je précise que les gens ne meurent pas dans les crématoires, comme un certain nombre de gens vont penser. Bon, ils meurent dans les chambres à gaz. Mais ce sont des formules de distanciation. C'est médicalisé. Ça n'est pas un hasard. C'est Mengele qui fait qui va faire le choix des victimes. Donc, il s'agit d'un projet qui se veut scientifique, médical, presque humanitaire. Puisque ces gens doivent être exterminés, faisons-le de la manière la plus rapide et efficace possible. Eh bien ça n'est pas naturel. Il faut s'éduquer pour arriver à faire des choses pareilles. C'est ça. Donc les gens, ils n'avaient pas fait du savon à clé. Non, ça c'est une légende. Ce serait très mauvais. Ce serait très peu pratique d'aller récupérer. Grâce aussi. Il y a eu beaucoup de. Il y a un aspect industriel. Il y a la récupération des dents en or. Il y a évidemment même des cheveux. Et il y a ça et là un ou deux fous sadiques qui ont pris des tatouages pour en faire des objets. Mais l'erreur, c'est que les gens se disent ça égale Hitler. Non, mais c'est bien pire que ça. Voilà, c'est-à-dire que Himmler a pris soin d'écarter de ces commandos de mise à mort les fous, les sadiques et les alcooliques. Il les recrutait parmi des universitaires, donc des professeurs de droit, de philosophie, d'économie, de théologie, figurez-vous, et c'était eux qui étaient chargés d'expliquer aux hommes l'absolue nécessité de faire ces choses répugnantes, parce que évidemment pour les hommes, tuer des petits enfants qui ressemblent aux leurs, recevoir des projections de cervelle sur l'uniforme, même pour le bourreau c'est épouvantable. Donc il fallait s'éduquer à faire ça, et les nazis y sont parvenus à un degré, à ma connaissance, sans précédent dans l'histoire du monde. De la même façon qu'il va y avoir un processus rationnel, industriel d'extermination, l'un des fondements, pas le seul, mais l'un des fondements de cette extermination, c'est la science des races, telle qu'elle est enseignée scientifiquement dans les États-Unis, aux États-Unis, en Europe, en Angleterre, en France, en Allemagne, partout. Que l'eugénisme est promu à l'époque par des fondations philanthropiques. Bon. Et alors, les philanthropes ont donc contribué à l'idéologie de l'extermination, mais aussi la science. Alors, aujourd'hui, on se dit, mais non, ça n'est pas grave, c'était pas de la science, c'était des vaticinations de fanatiques, des démons qui se prétendaient scientifiques. Et la réponse est tristement non. Nous ne pouvons pas nous débarrasser de cette question comme ça. La science, elle évolue, elle a des révolutions, mais elle ne devient pas non-science parce qu'elle a changé. C'était l'état de la science. Et Hitler considérait que seuls des esprits obscurantistes pouvaient ne pas tenir compte des conclusions de la science. À l'époque, c'était la science. On avait rassemblé toute une série d'éléments expérimentaux, d'observations pour dire, regardez, les races d'abord, on a créé la notion de race, tout à fait. Qui était jusqu'à présent une notion strictement réservée à l'élevage et qui venait des animaux, qui vient d'ailleurs d'un mot grec, ratsa, qu'on trouve chez Homère, mais qui ne s'applique qu'aux animaux. Et donc, ce que viennent dire ces gens, mais non, il y a, enfin pas tous du reste, mais un certain nombre, c'est l'homme n'est même pas une espèce,
c'est une espèce qui se subdivise en races, qui se comportent entre elles comme des espèces hostiles, qui éventuellement peuvent avoir ou rentrer en osmose, par exemple, lorsque on esclavagise une autre race, ça c'est une osmose, techniquement. Donc, non mais c'est effrayant, mais donc c'est enseigné comme ça, et les révolutions scientifiques ont lieu, mais on ne peut pas les devancer, on ne peut pas... Il y a eu l'héliocentrisme, il y a eu une théorie de la chaleur qu'on appelle la théorie du phlogistique qui a été remplacée. On pensait que c'était une substance, la chaleur. Bon. C'était l'état de la science. Bon. Donc on ne peut pas débarrasser le problème en disant c'était de la non-science, non, nous sommes scientifiques. Non, la science, comme la philanthropie, comme l'écologie, ont contribué à la construction de cette idéologie dominante. D'accord. Non, très intéressant. Alors maintenant, vous me dites, il y avait la dernière partie de votre question, c'était parler On parlait... Alors, je relis la question peut-être. Oui, s'il vous plaît. Alors, c'est-à-dire que le politiquement correct qui proscrit l'usage du mot et le concept de race ne réalise pas que la nouvelle théorie en cours sera un jour remplacée. Alors, politiquement correct, ça ne s'applique pas. Il ne s'agit pas de... Politiquement correct, ça veut dire que vous remplacez un mot par un autre, et vous pouvez rester de la même façon condescendant. Donc, au lieu de dire nègre, vous dites black, vous dites c'est formidable. Ça n'a strictement rien changé, et vous pouvez mépriser, combattre le même individu sous le nouveau nom comme sous l'ancien. Ça, c'est le politiquement correct. Et c'est un peu honteux, si j'ose dire. Par contre, la notion de race n'a plus de raison d'exister aujourd'hui. Nous avons reconstruit notre biologie de manière qui exclut la notion de race, qui ne présente pas d'intérêt pour la biologie. Alors, ce qui est possible, c'est que tout n'a pas été écarté. Nous avons des notions, par exemple, en génétique des populations, il y a une notion d'aplogroupe qui nous permet de suivre des répartitions génétiques sur des populations géographiquement réparties. Alors, et d'ailleurs, vous avez une offre commerciale, si vous regardez sur Internet, on vous dira est-ce que vous avez des ancêtres vikings, est-ce que vous descendez de Napoléon, Charlemagne, et ça. Bon, ça n'est pas des absurdités complètes. Mais les interprétations qu'on en donne sont très délicates, mais on pourrait, et certains l'ont tenté, essayer de prendre un groupe humain, historiquement réparti à un endroit, de regarder, il a une cohérence, et selon que vous le voulez supérieur ou inférieur, vous le regroupez génétiquement comme ça. Aujourd'hui, il y a un énorme débat chez certains savants, parce que c'est quand même des savants, malgré l'absurdité de la chose. Les uns disent, en Palestine, par exemple, les Palestiniens sont les anciens Hébreux qui ont été convertis par les cavaliers du djihad, qui sont arrivés, enfin du djihad, de l'Hijaz, qui sont arrivés de la péninsule, et d'autres disent mais non, regardez, les Juifs, il y a une cohérence des Cohen, par exemple, dont on pourrait suivre l'identité génétique. Le troisième, enfin, vous explique que comme il y a eu une monarchie turque qui s'est convertie au judaïsme, sur les Khazars, on tirerait la conclusion que les Juifs de l'Est, c'est-à-dire les Ashkénazes, auraient des origines turques. Bon. Tout ça sont des choses sur lesquelles il n'y a absolument aucune conclusion aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est que la conclusion devrait nous indifférer. Ça n'a aucune importance, parce que nous parlons d'une culture, le judaïsme c'est une culture. Non, il faudrait que ce serait tellement bien si c'était racial. Donc on essaye à chaque fois de réimporter la notion de race. Et regardez comment la notion de race est tellement forte que souvent nous la poursuivons quand nous croyons la combattre. Nous parlons de métissage, mais souvent de manière très laudative. Mais en fait, cette notion n'aurait aucun sens si elle n'était raciale. Vous ne diriez pas le métissage d'un géniteur au nombril étroit avec une génitrice aux grandes oreilles. Mais, ça vous paraîtrait grotesque. Mais par contre, s'agissant de géniteurs et de génitrices qui ont des couleurs de peau différentes, ça nous paraît des marqueurs forts de différences substantielles. Donc, c'est une notion qui n'est pas une question de politiquement correct. C'est un concept malade que nous devons encore combattre.
Si on passe plus spécifiquement à la deuxième partie de l'ouvrage, comment sortir de l'idéologie de l'extermination que vous démontrez avec talent dans la première partie? Moi, j'ai pensé qu'il était impossible de décrire toutes ces horreurs et d'en rester là. C'est ce qu'on fait quand on est scientifique. Alors, les philosophes peuvent prendre quelques libertés vis-à-vis de ça. Ce qui fait qu'on ne les prend pas toujours très au sérieux. Mais il m'a semblé que c'était une honte de décrire la question nazie et de ne pas se demander ce qui nous en sépare, comment nous pouvons nous en séparer davantage et par quelle méthode. Alors, toute solution qu'on va vous présenter va vous paraître candide, naïve. Eh bien oui, il faut prendre ce risque. Et donc, si vous voulez, je vous lis un petit passage, quelques lignes, où ce que j'ai appelé une petite charte de règles squelettiques, sans éclat, mais si on les respectait, ça irait déjà peut-être un peu mieux. Je dis, tu ne feras pas l'homme à ta propre image. Tu combattras les actions adverses et non pas leurs auteurs. Et ne désigneras aucun groupe comme étant ton adversaire dont tu ne peux individualiser les membres. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de groupes qui disparaissent si vous ne pouvez pas le faire. Effectivement. Tu agiras sur toi-même, sur ta pensée pour agir sur la société, par ton comportement plutôt que ton discours, sans ne combattre rien que tu n'aies combattu en toi-même. Tu appartiendras à plusieurs communautés à la fois. Ça, c'est important. Ça oui. Tu permettras à autrui de s'exprimer à la première personne du singulier. Oui, plutôt que... Sans lui imputer. Oui, c'est ça. Tu apprendras à connaître celui qui s'oppose à toi mieux qu'il ne se connaît lui-même, comme les idées et l'histoire que vous partagez, parce que les distorsions historiques sont extraordinairement nombreuses. Tu t'efforceras d'élargir la communauté humaine, entre parenthèses, au lieu de la diviser, et enfin, tu éviteras d'avoir à agir dans l'urgence. Parce que je dis que l'urgence est le terreau de tous les antagonismes. C'est trop tard pour l'urgence. Mais c'est ce moment-là où il faut bien prendre le fusil. Donc évitons, si possible, d'agir dans l'urgence et prenons soin des choses avant qu'elles ne deviennent binaires. Merci pour cette lecture. Ce qui est vrai, c'est que la philosophie en Europe est née dans un peuple de navigateurs et de voyageurs. Ça n'est pas très bon de faire de la philosophie uniquement en chambre, sans voyager. Et voyager, ça n'est pas seulement voyager en avion, évidemment c'est bien de voyager en avion, mais c'est aussi de voyager dans les pensées, les littératures et les histoires. L'un des défauts de la science, que décidément je m'en accuse, je ne l'aurais voulu, c'est qu'elle découpe ses objets pour les cerner avec plus de rigueur. Et du coup, elle s'interdit parfois de rassembler des choses et de prendre des perspectives plus larges. Effectivement, souvent, ce sont des gens qui vous racontent des grandes fresques, pas très sérieuses, mais néanmoins, il y a des phénomènes complexes qui ont besoin d'être pris avec beaucoup de recul et en cherchant des racines assez loin. Et c'est vrai que la musique de Handel, on ne va pas le dire pourquoi, n'est pas étrangère à notre objet, par exemple. Etc. Ouais, donc il faut savoir faire des liens. Il faut savoir regarder l'ensemble. Nous avons une histoire. Le national-socialisme n'aurait évidemment pas vu le jour sans le nationalisme. Le nationalisme allemand, il a une date, 1807. Avant 1807, il y a 350 principautés séparées par des dialectes qui ne se comprennent pas les uns avec les autres, des religions qui se combattent. Et tout à coup, ces gens s'unissent en 1807 parce que les troupes de Napoléon sont là et que les Français ont une arme terrible qu'ils ont découverte en 1789, qui est la nation. Et donc, ça nous oblige à nous reporter à cette époque et de voir quelles en sont les origines, les conséquences, les séquelles. Il y a un colonialisme nazi, d'où ça vient, etc. Donc, on est obligé de voyager, et de prendre l'air du large. Ça s'étend, c'est ça.
C'est à la fois, c'est le mécanisme de propagation. On admet que le mécanisme de propagation, ce sont nos représentations et nos visions du monde. Si on admet ça, comme je vous le disais avec la métaphore du nuage de Tchernobyl, elle ne s'arrête pas aux frontières. Et ça n'est pas parce que certains ont combattu, certains de nos ancêtres ont combattu, parfois avec leur vie, le nazisme, qu'ils n'en partageaient pas toutes les idées. Et je dirais même, il faut être lucide, qu'un certain nombre de victimes, comme elles étaient occidentales, partageaient un certain nombre de ces idées aussi. Ouais, c'est inévitable. Bon, donc, nous devons, et le mal, et la guérison du mal, sont de même nature. Ouais. Et effectivement, si le virus avait été ce mal absolu, reconnaissable sur la seconde, il aurait été écarté avant que les opérations militaires ne s'en chargent. Sans transition, le questionnaire du philo-voyou parodie Prousto-Pivotienne s'il en est. À noter que l'idée est de répondre du tac au tac. Alors la première, avez-vous déjà enfreint une loi morale? Et si oui, le considérez-vous comme une faute? Les lois morales, ce n'est pas des règles policières. C'est où nous nous les approprions, elles sont la loi de notre autonomie, c'est-à-dire notre loi à nous-mêmes. Alors, c'est sûrement pas très bon de se trahir soi-même. Donc, je considérerais ça comme une faute. Mais d'un autre côté, on dit bien que les plus grands saints pêchent 7 fois par jour. N'étant pas l'un d'entre eux, j'ai de la marge pour fauter. Le vrai livre de la nature est dans le cœur de l'homme, disait Rousseau. Êtes-vous d'accord avec lui? Bon, je suppose que c'est une allusion au vicaire savoyard chez Rousseau. Moi, tout le monde est d'accord, vous savez. Oui, la loi morale est dans le cœur, même les apôtres chrétiens le disent. C'est d'où ça vient, la loi morale? Ça vient de l'horizon de la mort. Vous avez deux façons de vivre. Vous avez deux façons de vivre. Ou vous vivez dans l'immédiateté en vous disant, en vous comportant comme vous êtes, si vous étiez immortel. Auquel cas, il y a toute une série de valeurs qui ont du sens. La puissance, la séduction, l'argent, enfin toutes sortes de choses qui ont vraiment des valeurs. Et il faudrait être irrationnel pour ne pas les poursuivre. Et puis, ou alors vous vous dites, mais je suis mortel. Et à ce moment-là, ces valeurs n'ont plus aucun intérêt parce que demain matin, elles vont toutes disparaître. Donc qu'est-ce que je fais? Je continue d'accumuler toute cette puissance. Alors des gens viennent vous faire des propositions de changement de valeur. Alors, souvent, ça peut être des moralistes, ce sont souvent des prophètes, des gens qui viennent vous dire, écoutez, non, il y a un moyen de s'universaliser, ici et maintenant. Et alors après, ils ont des propositions qui semblent différentes, mais ce sont toujours la même. Vous avez, le judaïsme vous dit, il faut s'identifier au peuple juif tout entier, mais modèle pour l'humanité. Les chrétiens, il faut s'identifier avec l'humanité tout entière. Les bouddhistes vont vous dire avec le cosmos tout entier. Même les Chinois vont vous dire avec tous nos ancêtres, ce qui revient au même. Mais les philosophes moraux, Kant, etc., vont vous donner des lois d'universalisation qui vont faire que vous n'êtes jamais réduit à votre idiotie, c'est le mot grec qui désigne la singularité, que vous êtes plus grand que vous. Et si vous êtes plus grand que vous êtes immortel en quelque sorte. Ça n'est pas idiot. Hein, et ça n'a rien à voir avec des récompenses d'au-delà. C'est ici et maintenant. Donc c'est parfaitement conforme avec l'athéisme. Et quelles sont ces règles d'universalisation? Où est-ce qu'on le trouve? Ben oui, on trouve très facilement et nous les connaissons toutes, bien, même si nous pouvons les formuler différemment. Et vous vivez plus comme un immortel ou plus comme un mortel? J'espère que je fais de gros efforts pour m'universaliser et pas être un parfait imbécile. Complètement. Alors, faites-vous du sport et si oui, lequel? Alors, oui, je fais des sports qui ont une particularité, ou disons, je les fais d'une manière qui est ce que j'appelle agonistique. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs ce qui me sépare un peu du philosophe voyou. C'est la notion grecque qui est utilisée par le philosophe voyou, c'est polémos, c'est-à-dire c'est l'affrontement au sens de l'affrontement guerrier, le combat au sens de l'affrontement. Il y a un autre mot grec concurrent qui est l'agone, d'ailleurs les Jeux Olympiques sont des agonètes, et qui est un combat contre soi-même. On le retrouve d'ailleurs dans la notion d'agonie, dans lequel le corps combat contre lui-même pour survivre, pour échapper à la mort. Donc, alors je fais des choses tout à fait différentes. Ça peut être du ski, parce que du ski, je n'ai pas besoin
de chronométrer, de me mettre je peux faire ça avec des amis, Oui, c'est vrai. c'est très agréable. La marche rapide, le golf, c'est déjà assez difficile comme ça. C'est vrai. C'est en plus, il faut se mesurer. Donc ça devient carrément impossible. Beaucoup de gens ont besoin de compétition pour faire du sport, mais je pense que c'est une grave erreur. Je respecte. Oui, hein. oui. Et des sports j'ai fait, je n'en fais plus, des sports de combat, dont d'ailleurs Olivier a été mon jeune mais vénérable maître. Mais la manière dont nous le faisions, c'était évidemment pas de combattre, c'était pas de s'opposer, ça ressemblait fortement à une danse, même si tout ce que nous faisions était potentiellement extrêmement dangereux. Ouais. Bon, et d'ailleurs, la première fois, on me dit, mais maintenant le moment est venu de passer le premier grade. Et je dis, ah bon, ça consiste en quoi, passer le grade, hein? Donc c'est de combattre avec des gens. Ah bon, mais c'est épouvantable. Et je l'ai fait, j'ai passé le grade par miracle, et j'ai eu un moment d'inquiétude. C'est-à-dire que ça pourrait devenir très agréable d'avoir une sorte de potion magique fournie par ces sports de combat et qui vous donnerait la possibilité de dominer autrui. Donc, alors que ce n'est pas le but, c'est uniquement de se dominer soi-même. D'accord, parfait. Alors, croyez-vous dans la religion des droits de l'homme ? Ah, alors là, je ne sais pas qui est le rédacteur de cette question, mais les questions qui comportent leur réponse à la question, c'est très vilain. Donc, la religion des droits de l'homme, bon, disons que les droits de l'homme, il faut prendre la question très au sérieux. Moi, je ne suis pas favorable aux droits subjectifs. Au XVIIIe siècle, on a changé la notion de droit. Avant, le droit, il n'y avait pas de droit à la maison. Il y avait le droit de la maison qui décrivait toutes les relations qu'on pouvait avoir à une maison. Il y a le propriétaire, celui qui l'occupe, il y a les voisins. Il y a toute une série de gens qui sont liés par des relations sociales. Et pour que personne ne crée un déséquilibre, il y a un droit qu'on peut plaider. Bon. Et puis un beau jour, on a inventé le droit subjectif. Alors c'est plus le droit de quelque chose, c'est le droit à quelque chose. Alors je crois que ce jour-là, on a inventé les junk bonds. C'est-à-dire des obligations à bon marché. Moi, je vous donne un droit à la santé. Je vous donne un droit à l'éducation. Je ne me préoccupe pas du tout de savoir qui a l'obligation de vous la fournir, à quel coût, dans quelles conditions, à quelle limite, mais je vous fournis ces obligations gratuitement. Alors je suis très content, j'ai tous ces droits que j'ai accumulés, etc. Mais la vérité, c'est que dans bien des circonstances, ils ne valent rien. Donc, ça a été il ne faut pas combattre les droits de l'homme, parce qu'ils sont magnifiques, mais il faut relativiser l'efficacité même de la notion de droit de l'homme, qui n'est pas une conception universelle de ce qu'est le droit. Voilà. D'accord. Mais de là à appeler ça une religion de droit de l'homme, non, je ne crois pas. Je crois que c'est très bien intentionné, et si Adolf Hitler et toutes les personnes dont nous venons de parler avaient poursuivi plus religieusement les droits de l'homme, nous n'en serions certainement pas plus mal portés. C'est certain. Mettez-vous les idées avant les hommes ou bien le contraire? Mais ce sont les mêmes, les hommes et les idées. Donc, je ne peux pas... Non, ce qu'il faudrait, c'est évidemment un type qui va, au nom d'un principe abstrait, sacrifier père et mère, etc. C'est un monstre. Mais le père et la mère en question vivent de leurs idées. Et c'est d'ailleurs ce qui va, je vous le signale, c'est ce qui les rend immortels. Parce que une fois qu'ils seront morts, vous allez continuer de dialoguer avec eux. Et ils ne disparaîtront jamais. Plus vous allez les aimer, plus ils vont rester. Parce que les hommes sont des idées. C'est ça. C'est beau. C'est ça. Non, alors, quel est l'événement qui vous a fait passer à l'acte? Enfin, dans votre cas précis, sans parler de ce livre en particulier, mais le fait d'écrire, de philosopher, de penser. Dans l'enfance, peut-être. En général, on écrit pour mettre en ordre ses idées. Bon. Ça ne veut pas dire qu'on doit publier. Oui. Moi, je pense qu'on écrit beaucoup trop de livres, on publie beaucoup trop de livres, qu'on abat beaucoup trop d'arbres. Bon. Et comme on n'est pas encore arrivé au livre numérique, on devrait faire, de manière universelle, on devrait être beaucoup plus prudent et mesuré dans les livres qu'on publie. Et publier 1, 2, 3 livres par an, ça me paraît un manque de sagesse à laquelle un certain nombre de philosophes cèdent. Donc on doit écrire un livre quand ça devient impérieux. Bon, j'estime que quand on traite le nazisme, la civilisation occidentale, on commence à avoir un sujet qui mérite qu'on abatte quelques arbres. Complètement.
mais ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'on a un grand sujet qu'on a de grandes idées. Donc, il faut aussi dialoguer longuement, réfléchir, voir préalablement, par la forme naturelle de la philosophie, qui est le dialogue privé, si ça correspond, si les gens réagissent, pour ce qui s'est trouvé être le cas. Et vous disiez que tout à l'heure, vous avez en plus, ça a été une longue recherche, de 4 années de travail sur ce livre. Oui, mais ce genre de choses, c'est le résultat d'une vie de lecture, d'intérêt. Ouais, c'est ça. Donc, il n'y a pas de facteur déclenchant. Vous aviez des idées, vous aviez envie de mettre en ordre. À un certain moment, j'avais des incohérences. Mais c'est pas la première fois que ça m'arrivait. J'avais fait beaucoup d'études classiques et on ne m'avait jamais dit qu'il y avait eu pendant 3 siècles des rois grecs de l'Inde, après Alexandre. J'étais furieux quand j'ai découvert ça. Furieux, ça changeait tout. Mais le nationalisme indien et l'européocentrisme s'étaient conjugués pour occulter cette vérité que les petit nombre de spécialistes de la question connaissaient très bien. Mais ça a des conséquences qui dépassent largement le spécialiste. En l'occurrence, c'était un peu la même chose. Il y avait des tas de choses dans cette affaire que n'avaient pas été dites clairement, et il devenait nécessaire pour moi d'essayer de comprendre mieux ce qui s'était passé. D'accord. Alors selon vous, l'histoire a-t-elle un sens et le progrès existe-t-il ? Le progrès technique existe, le progrès en général, absolument pas. Regardez, le XXe siècle a été, moi je l'appelle le siècle de fer, ça a été un siècle de ténèbres extraordinaire, entre le nazi, le bolchevisme, Pol Pot, toutes sortes de choses, ça a été un siècle épouvantable. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un progrès, et le seul progrès qui peut exister, c'est le progrès que nous faisons nous-mêmes à accroître notre culture et à nous améliorer. Mais le progrès de la société, non, il n'existe pas. Toujours l'idée de travailler sur ça. Il n'existe pas, et il y a même de très gros risques de regret. D'accord. Et on est moins dans un siècle de ténèbres. Est-ce que vous pensez que c'est... Là, ça n'a pas l'air très clair. À l'heure où nous parlons, il y a des têtes tranchées, des bombardements de populations civiles, les gens s'insultent dans les rues, il y a une agitation permanente, on se désigne sous des groupes, sous de noms, des groupes vaguissimes, on emploie des notions comme juifs, arabes, comme si c'était des groupes absolument constitués, on ne demande pas aux personnes leur avis quand elles s'identifient. Nous voulons nous séparer de plus en plus, nous voulons que notre nation se sépare des autres, nous ne voulons pas qu'elle ait de monnaie commune, nous ne voulons plus rien avoir à faire avec les autres. Ça vous paraît lumineux et éclairé ? Pas à moi. D'accord. Entre Chateaubriand, l'antimoderne par excellence, et Hugo, le poète des lendemains qui chante, qui a votre préférence ? D'une manière, d'une certaine manière, sont tous les deux des romantiques. Donc, mais je ne les considère pas comme des penseurs, pour être honnête. Je les considère comme des stylistes. Et Dieu sait quel grand styliste. Mais ce qui me permet de lire Céline, par exemple. Parce que qui est un magnifique styliste et une personne abjecte, qui est d'ailleurs styliste magnifique parce qu'il prend comme sujet la personne qu'il juge la plus abjecte, qui est lui-même. Donc, il faut savoir distinguer chez l'artiste, heureusement, son œuvre et ses idées dans une certaine mesure. Sinon, nous serions amenés à écarter de nos chefs-d'œuvre beaucoup de choses, et ce qu'il ne faut certainement pas faire. D'accord, très bien. Pour en revenir donc aux ténèbres quotidiens finalement qu'on vit, vous êtes témoin d'une agression dans le métro, une réaction ? Je dis, oulala, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'entraînement. C'est très embêtant, ça fait. Est-ce que je vais être à la hauteur de la situation ? Je vais essayer de me souvenir tout de même qu'il vaut mieux éviter d'avoir peur. Et que nous serons d'autant moins en danger qu'on n'aura pas de peur, ou moins de peur. Et pour ça, il faut s'éduquer à n'avoir pas peur de mourir. C'est la seule chose qui donne le courage. Et donc, s'il me reste cette force-là, évidemment, je vais essayer de faire quelque chose. Et pour s'éduquer, vous pensez... Mais regardez le soldat sur le champ de bataille. Pourquoi la plupart des gens se défectent dessus sur un champ de bataille, et avec raison, et d'autres deviennent des héros? Parce que ceux qui sont les héros, ils sont déjà morts avant la bataille, donc ils n'ont plus rien à craindre. Ils vont même chercher, et donc ils vont faire des choses que l'autre paralysé ne peut pas faire.
Donc, ça revient à notre discussion. Vivre sous l'horizon de la mort, c'est ce qui permet de vivre. Donc pour s'éduquer, il faut pratiquer. Voilà, il faut pratiquer et apprendre à confronter le danger, le maîtriser, c'est ça. vivre avec lui, mais pas le nier, absolument pas. D'accord. Êtes-vous de ceux qui voudraient refaire leur vie autrement s'ils le pouvaient? Il faudrait être bien idiot pour pas vouloir. Ou alors il faudrait être d'un orgueil démesuré, c'est-à-dire tout ce que je fais est parfait. Vrai. Mais regardez, l'éducation, pourquoi les enfants jouent tout le temps? Parce que le jeu, c'est le symbole du monde. On refait des parties, on récupère la vie à la fin pour pouvoir recommencer la partie de mieux en mieux. La seule chose qui nous empêche d'être des enfants, c'est que notre vie n'est pas entièrement un jeu et qu'il y a des choses irréversibles. Mais tout ne l'est pas. Et donc, il faut à chaque fois... Non, si à chaque fois qu'on a une opportunité de recommencer et de faire mieux, oui, il faut prendre. S'ouvrir un maximum de portes aussi, pour ça. Quels seraient vos ultima verba, vos dernières paroles avant de mourir? Quel drôle de bonhomme celui qui aurait conclu sa vie par avance et qui saurait d'avance ce qu'il va dire et surtout qui va s'y tenir. Non, moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que j'aimerais pouvoir dire, mais je ne sais pas du tout si les circonstances le permettront. Ce serait des choses du genre tout bête, ce serait du genre mes amis, mon amour, que ce vin est délicieux. J'adorerais pouvoir dire ça, mais ça n'est pas dit que ce soit ce jour-là possible. Bon, merci pour cet entretien. Peut-être qu'un jour on sera amené à vous réinterroger dans le cadre de Philosophie Voyou. Vous avez peut-être un autre projet en Avec cours. plaisir, et puis je vais consulter avec soin les vidéos et le blog de Philosophe Voyou. Merci à vous. Merci.